Donc, Xavier va nous présenter aujourd'hui le champ mystérieux des poissons. Xavier est un étudiant au doctorat à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Il est acousticien passionné par tout ce qui peut produire du son. Il étudie principalement le son des animaux marins, comme les baleines, phoques, morses, poissons, mais également travaille avec les oiseaux. Son travail consiste à écouter et à analyser les sons pour mieux comprendre et protéger l'environnement. Donc, aujourd'hui, il nous présente le champ mystérieux des poissons. Les sons créés par les poissons pour soit effrayer les prédateurs, attirer des femelles. Ces sons, il dit qu'ils sont très mal connus depuis des siècles, même s'ils ont été décrits par Aristote au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont connus, mais quand même mal compris. Xavier nous dit aussi qu'après 1 ou 2 pintes, il arrive très bien à imiter les sons des poissons. Alors, voyons voir jusqu'à la fin de sa présentation. Alors, j'enlève mon écran et je te laisse partager le tien. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, ça va pour moi. Parfait. Donc c'est ça, donc je m'appelle Xavier, je vais vous présenter sur les sons des poissons. Une petite note avant de commencer, c'est que je vais jouer pas mal de sons, et pour avoir une meilleure expérience, je pense que ça serait mieux si vous avez des écouteurs, ça vous donnerait une meilleure expérience de la subtilité de plusieurs des sons de poissons. Pareil, avant de commencer, j'aimerais juste me présenter. Donc, comme Nicole l'a dit, je suis acousticien. C'est-à-dire que j'étudie comment le son se propage. Et de formation, j'ai surtout étudié l'ingénierie acoustique et vibratoire, ce qui a plutôt attrait à la réduction des vibrations dans les moteurs de voiture, ou aider les architectes à créer des salles de spectacle avec une bonne acoustique, ou encore faire que les centres urbains, donc les villes, soient moins bruyants. Donc, pas grand-chose à voir avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ça a créé la fondation qui fait que je travaille maintenant sur les animaux. Dans le début des années 2000, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Yvan Simard au Québec, plus précisément à Rimouski, qui m'a ouvert ma vision énormément et qui m'a fait découvrir la bioacoustique marine, c'est-à-dire d'étudier les sons sous l'eau pour mieux comprendre les animaux et l'écosystème marin. Alors c'était totalement nouveau pour moi et c'est devenu ma passion et maintenant mon métier également. Donc j'ai passé plusieurs années avec lui à étudier les rorquals communs et les rorquals bleus du Saint-Laurent au Québec. Et après, j'ai eu la chance de travailler dans une compagnie qui fait de la recherche et développement en acoustique environnementale, qui s'appelle Jasco Applied Sciences, et qui me donne l'opportunité de continuer ma recherche, c'est-à-dire déployer des enregistreurs dans plusieurs régions du monde et d'étudier le comportement des animaux, les routes de migration. Par exemple, en Arctique, où on étudie les migrations de la baleine boréale, ou les communications des morses, pareil en Arctique. Et plus localement, ici, en Colombie-Britannique, là où je suis situé, sur les orques qui sont au large de l'île de Vancouver, et le potentiel impact que les activités humaines peuvent avoir sur ces animaux, notamment le bruit de bateaux. Ça fait plusieurs années que je travaille pour eux, mais il y a quelques années, j'ai décidé de retourner à l'école et de faire mon doctorat, et cette fois-ci pour travailler sur les poissons, et plus précisément les sons de poissons. Et ça, par contre, c'est ce sur quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais commencer par 2 petites histoires qui nous remontent un peu dans le temps. Donc là, la première, c'est qui se passe pendant la guerre froide, donc dans les années 1980. C'était énormément de tensions entre le bloc soviétique et le reste du monde, avec énormément d'espionnage et d'histoires de sous-marins qui ont fait des films assez connus. Et un des événements qui s'est passé au large de la Suède, c'est ce qu'ils appellent le Whiskey on the Rocks. C'est un sous-marin soviétique qui espionnait dans les eaux suédoises et qui, par faute de navigation, s'est échoué sur un haut fond. Donc ça a créé énormément de tensions politiques, diplomatiques entre la Suède et l'armée soviétique. Et donc, de cet événement-là, s'en est suivi toute une série
de monitorage qui s'est fait par la Suède. Et un des moyens de détecter les sous-marins, c'est d'écouter dans l'océan, c'est-à-dire mettre des hydrophones, donc des microphones sous-marins, pour essayer de détecter le bruit des hélices ou le bruit que font les sous-marins. Et donc après cet événement-là, même si la Suède avait été claire avec le bloc soviétique que ça ne devait pas se reproduire, la Suède continuait à détecter des sons de sous-marins. Alors je vais vous faire écouter un des sons qu'ils ont détectés. Alors juste pour confirmer, est-ce que tout le monde a pu écouter, entendre le son? Ok, je vais continuer. Et donc ce son-là, ils étaient persuadés que c'était des sous-marins soviétiques qui ont enfreigné la réglementation à l'époque, et ça a créé d'énormes tensions diplomatiques. Alors, il se fait que quelques années plus tard, des scientifiques ont eu accès à ces données acoustiques et ont découvert que ces sons n'étaient pas des sous-marins, mais étaient ce petit poisson, qui c'est un hareng. Alors, encore plus drôle, c'est que c'est le son que produit l'hareng, et c'est produit en pétant, c'est-à-dire en lâchant des bulles par son anus, et le bruit des bulles fait le son que vous avez entendu. Vous multipliez ça par plusieurs milliers de poissons dans un banc de harengs, et ça fait un son qui apparemment peut être similaire à un sous-marin. Donc comme quoi, un petit poisson a failli créer une troisième guerre mondiale. L'autre histoire qui se passe en Amérique du Nord, sur la côte ouest, des gens qui ont des habitations flottantes à côté donc sur l'eau, arrêtaient pas d'avoir ce bruit de bourdonnement qui arrivait tous les soirs et qui les empêchait de dormir pendant l'été. Et je vais vous faire écouter ce bruit. Alors, personne ne savait exactement d'où venait ce son, et il y a eu plusieurs théories plus ou moins fondées qui ont été proposées, dont une invasion d'extraterrestres et des activités militaires secrètes. Il s'avère qu'après avoir fait quelques recherches, ces sons qui ont dérangé les gens pendant plusieurs dizaines d'années sont en fait des poissons qui essayent de se reproduire et qui font des sons. Ce poisson en particulier, c'était le pilotin tacheté. C'est un tout petit poisson qui vit la plupart de l'année en eau très profonde, mais quand c'est la période de se reproduire en été, revient dans les eaux peu profondes et commence à faire ses vocalisations pour attirer les femelles. Contrairement au hareng, celui-là ne pète pas. Il utilise sa vessie natatoire, donc c'est une espèce de poche d'air qu'ont les poissons pour se stabiliser dans l'eau. Mais là, il a des muscles spécialisés qui sont attachés à cette vessie natatoire et qui vibrent très très rapidement, ce qui fait que le volume d'air est compressé de façon rapide et se met à vibrer et fait le son que vous avez entendu. Alors ces deux poissons-là ne sont pas les seuls à faire du bruit ou du son. Il y a aussi le poisson-chat, par exemple, qui lui utilise ses os qu'il fait grincer ensemble pour faire ces sons-ci. Il y a aussi l'hippocampe qui, lui, utilise les os de son crâne et les fait claquer ensemble pour faire des claquements. Ou par exemple le poisson perroquet qui lui fait pas des sons de façon vraiment très intentionnelle, mais en mangeant du corail, c'est les bruits de croquement, de craquement sur le corail fait ce son-ci. Alors la vaste majorité des poissons qui produisent des sons, ils les produisent pour se reproduire. Donc souvent, ce sont les mâles qui font des sons pour attirer les femelles, mais pas tout le temps. Des fois, c'est aussi pour défendre son territoire ou pour repousser des prédateurs. Et une grande partie du temps aussi, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi les poissons font du temps et font du son, et c'est pour ça que c'est un domaine de recherche très actif en ce moment. Alors une question qui vient, c'est puisque les poissons font des sons, est-ce qu'on peut utiliser cette information pour en savoir plus sur où sont les poissons,
quand est-ce qu'ils arrivent, quelles sont les différentes espèces, et avoir un outil totalement non intrusif pour en savoir plus sur les populations de poissons. Alors c'est totalement non intrusif parce qu'on a juste à écouter dans l'eau et essayer de déduire les informations sur les différentes populations. Alors ce que ça nous prend, ça prend des hydrophones. Donc les hydrophones, comme je l'ai mentionné avant, c'est des microphones, mais qui fonctionnent dans l'eau. Alors si on voit ici, il y a une carte de Colombie-Britannique. Tous les points que vous voyez, ce sont différentes organisations autour de la Colombie-Britannique qui ont déployé des hydrophones au large de la côte. Ces hydrophones enregistrent les sons de façon continue pour la plupart. Et donc on voit qu'on a une très très bonne couverture quand même de la côte. Et ils peuvent enregistrer des sons pendant plusieurs mois et même des fois plusieurs années. Donc vraiment du beau potentiel. Déjà au niveau matériel, on a tout ce que ça prend pour faire du monitorage. Après, est-ce qu'on a vraiment des sons de poissons en Colombie-Britannique? Ici, je vais vous passer quelques exemples d'enregistrements qui ont été collectés à ces différents endroits. Le premier, c'est à Edagwai, ici. Alors ici, vous voyez un spectrogramme, c'est une représentation visuelle, donc une image du son. Donc ici, vous avez le temps, ici en ordonnée la fréquence, et tous les points noirs, la couleur, en fait, ça donne la puissance du son. Donc là, si je joue le son, vous voyez que les points noirs, ici, c'est là où sont les sons de poissons. Alors après, si on va plus dans le sud, dans le Great Bear Rainforest, on a d'autres sons de poissons qui sont différents. Ici, dans le détroit de Géorgie, encore des sons différents. Et ici, à Hornby Island. Alors c'est positif, ça veut dire que on a les instruments qui captent les sons. Quand on regarde aux données que ces instruments ont collectés, on a des sons de poissons. Et maintenant, si on regarde ici à Hornby Island, on voit que ces sons sont tout le temps présents. Donc par exemple ici, chaque barre que vous voyez, c'est le nombre de sons de poissons qui ont été détectés par jour. Donc tu vois, pendant les mois d'été, il y avait des sons de poissons tout le temps. Donc on a vraiment tous les ingrédients pour faire que l'acoustique passive, donc juste écouter aux océans, peut être un outil vraiment intéressant pour étudier les poissons. À une exception, c'est qu'on sait que ce sont des poissons, mais on ne sait pas quelle espèce. Et ça, effectivement, donc là, c'est un problème parce qu'on n'a pas toute l'information qu'il nous faut pour vraiment être utile et pour avoir l'acoustique comme étant un outil qu'on peut appliquer directement pour la conservation des animaux. Alors, pour remédier à ce problème, il y a plusieurs options. La première, qui est la plus intuitive, c'est qu'on peut prendre des poissons, on les met dans un aquarium et on les enregistre. Il y a plusieurs problèmes avec cette méthode-là. C'est que, comme vous pouvez l'imaginer, les poissons n'aiment pas se retrouver dans un espace confiné comme ça, qui est très différent de leur espace naturel. Et donc, même s'il y a des poissons qui font des sons dans le milieu naturel, des fois on les met dans un aquarium et ils produisent aucun son. L'autre problème, c'est même si les poissons produisent des sons, le son se rebondit contre toutes les parois des murs de l'aquarium, et ça fait que le son qu'on enregistre est distordu et a pas forcément les mêmes caractéristiques que ce qu'on trouverait dans le milieu naturel. Donc ça, c'est un problème. Donc l'autre approche, c'est d'aller les enregistrer sur le terrain, c'est-à-dire dans leur habitat. Ici, vous en avez un exemple où on a un hydrophone qui est déployé sur le fond, et on a mis aussi une caméra. C'est-à-dire que quand on entend un son de poisson, on regarde à la caméra et on devrait être capable de savoir quelle espèce a fait le son. Ici, par exemple, on regarde. Si on a un son, on voit le petit poisson qui est ici, qui a un goby à yeux noirs. Et donc, on se dit, bon, c'est ce poisson-là. Problème, c'est que si on regarde plus précisément la photo, il y a plein d'autres petits poissons qui sont autour. Donc, comment savoir exactement d'où vient le son et de quel poisson a produit ce son? Donc là, ça prend une étape supplémentaire, qui est la localisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un hydrophone et une caméra, on va avoir plusieurs hydrophones. Et avec plusieurs hydrophones, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir savoir exactement d'où vient le son. Et en fait, nous, humains, on fait ça à longueur de temps. Si vous fermez vos yeux et que vous écoutez autour de vous, si vous arrivez à savoir approximativement d'où viennent les sons. Par exemple, la voiture qui passe dans la rue,
ou les enfants qui jouent dans le jardin derrière. Et ça, c'est dû à que le son arrive à une oreille plus tôt qu'à l'autre. Il y a un léger temps de décalage du son entre une oreille et l'autre. Et notre cerveau arrive à interpréter ce petit décalage pour savoir la position du son. Alors nous, dans l'eau, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas limité juste à 2 oreilles, mais on peut déployer plusieurs hydrophones. Et donc, plus on a d'hydrophones, plus cette localisation va être précise. Ici, par exemple, je vous ai mis un diagramme avec 6 hydrophones, donc les petits points de couleur que vous voyez. Et donc, quand on a un poisson qui arrive, qui vocalise, le son arrive à travers les hydrophones et arrive à chaque hydrophone à un temps légèrement différent. Nous, on peut mesurer le temps d'écart entre chaque signal de chaque hydrophone et ça nous donne la localisation précise en 3 dimensions du poisson. Et avec 6 hydrophones, on arrive à avoir une précision de quelques centimètres seulement, donc relativement précis. Donc ce que je fais pour ma recherche, c'est que je prends ce principe-là et j'ai mis en place un instrument composé de 6 hydrophones et de 2 caméras. Donc là que vous voyez ici à gauche. Donc c'est une structure en plastique. Ici, dans chaque coin, vous avez des hydrophones, un au milieu, une caméra qui regarde au-dessus et une caméra qui n'est pas sur la photo ici, mais qui est sur le côté. On a déployé ça à plusieurs endroits autour de Victoria pour essayer justement d'identifier les espèces qui produisent des sons. Alors je vous montrer une petite vidéo de comment ça se passe vraiment sur le terrain. Donc là, tout arrive désassemblé, tout rentre dans ma petite voiture. On arrive à assembler tous les tuyaux de PVC ensemble. On mesure la distance entre chaque hydrophone, c'est très important pour la localisation, pour avoir une localisation précise. Et après, on teste tous les instruments. On est sûr que tout est bien mis en place. Un des critères qui est très important, c'est que la structure soit très silencieuse. Si la structure grince ou qu'il y a des câbles qui tapent contre la structure, ça va polluer les enregistrements et va compromettre vraiment l'utilité de ces données. Une fois qu'on est sur le site, alors là, on a des plongeurs qui vont sur le fond. On descend l'instrument sur le fond marin. En général, ici, on a déployé entre 10 et 15 mètres. Et les plongeurs stabilisent la structure, mettent des sacs de sable à chaque pied pour bien stabiliser et pour pas que ça soit emporté par le courant, et installent toutes les caméras. Donc ça, on l'installe. Tous les instruments peuvent enregistrer pendant 2 semaines. C'est-à-dire que 2 semaines plus tard, on revient au même endroit et on fait le processus inverse. On récupère les instruments, télécharge les données et là, on analyse pour regarder les données qu'on a, acoustiques et vidéo. Alors, pour vous donner une idée des données qu'on collecte, ici, c'est une vidéo où j'ai mis donc la vidéo et le son en même temps. Ici, vous voyez sur mon curseur, vous voyez une morue lingue qui fait à peu près 1 mètre. Donc, pour vous donner une idée, là, chaque côté fait à peu près un tout petit peu moins de 2 mètres. Et donc là, je vais vous jouer, vous allez voir la vidéo et le son. Donc là, on a la morue lingue qui est vraiment qui se positionne sur la structure. On entend du bruit de bateau. Ici, vous allez voir un petit poisson ici, qui est un sébaste à dos épineux et qui va aller par ici. De l'autre côté, en bas, on voit un autre sébaste à dos épineux qui se déplace par ici. Ici. Il est ici pour l'instant. La morue lingue se déplace. Hop, vous avez entendu un premier épisode de son de poisson. Et un second épisode. Et en même temps, vous aviez un poisson qui est ici, qui est aussi un sébaste à dos épineux qui se trimbalait ici. Donc là, on se retrouve avec 4 poissons et deux périodes de temps avec des sons de poissons. Donc pour résumer, il y en a un qui est arrivé, qui était en bas de l'écran, qui est revenu ici et qui allait se cacher sous la pierre. Les cercles, ça indique la position à laquelle il était quand on a entendu les 2 épisodes de son de poisson. Il y a un autre poisson qui était aussi un sébaste qui est arrivé ici et quand la morue lingue s'est déplacée, a fui et pour rejoindre son ami ici sous la roche. Et pareil, les cercles dénotent l'endroit de ce poisson-là quand on a entendu les sons de poisson.
Pareil pour la morulin qui est venue là, et pareil pour l'autre poisson ici au coin à droite. Donc si on arrive à localiser les sons à un de ces cercles, alors ça va nous donner une indication sur quel poisson a produit ces sons-là. Alors maintenant, je vais rejouer la même vidéo, mais avec cette fois-ci tous les instruments. C'est-à-dire que là, vous avez ici la vidéo en haut à gauche, la même chose qu'on va voir, juste dézoomer. À droite, vous allez voir les résultats de la localisation. C'est-à-dire que le carré que vous voyez ici, c'est le même carré que vous voyez ici. Quand le son va être localisé, vous allez voir un point rouge et avec une croix qui donne une mesure d'incertitude sur notre localisation. Et en bas, vous avez un spectrogramme qui est l'image donc du son avec les sons de poisson. Donc les traits rouges que vous voyez ici, ça c'est le premier épisode de son de poisson qu'on a entendu. Et après, ici, le deuxième épisode de son de poisson qu'on a entendu. Donc je vais rejouer la vidéo. Donc là, on va arriver près de la zone de premier son. Le sébaste est par ici. Et là, on arrive à localiser le son exactement ici, au point rouge. Donc ce sébaste-là va rejoindre son ami sous la roche. Et là, on arrive à localiser les sons exactement où sont les sébastes. Donc là, maintenant, grâce à la localisation, on sait que les sons de poisson qu'on a viennent du sébaste à dos épineux. Alors c'est une espèce qui n'avait pas encore été documentée, leurs sons n'avaient pas encore été documentés. Donc maintenant, c'est un peu notre première page de catalogue de sons. Donc là, c'est un exemple. Avec toutes les données que j'ai collectées, je suis encore en train de passer à travers et de documenter d'autres espèces de poissons. Alors, c'est bien beau tout ça, mais à quoi vraiment ça sert? Il s'avère que le sébaste à dos épineux est une espèce protégée et en Colombie-Britannique, pour protéger cette espèce et pour que la population augmente, ils ont mis 164 zones protégées, principalement pour protéger les sébastes. Donc c'est les zones jaunes que vous voyez. Alors le problème avec ces zones-là, c'est que on ne sait pas exactement si elles sont très efficaces parce qu'on n'a pas de moyens encore efficaces pour savoir si la population augmente et effectivement s'ils arrivent à se reproduire de façon ils arrivent mieux à se reproduire dans ces zones-là. Donc on espère qu'avec ce qu'on commence à documenter, les sons, juste en mettant des hydrophones, que dans le futur proche, on sera capable, juste en écoutant dans les océans, de pouvoir suivre le sébaste et d'autres espèces pour pouvoir mieux les protéger et mieux avoir une meilleure idée de la population. Alors forcément, c'est pas une étude qui se fait tout seul. Il y a des tas de gens qui ont été impliqués, dont mes directeurs de thèse, Francis Juanes et Stan Dosso à l'Université de Victoria, et tous les plongeurs qui m'ont aidé, bien sûr, à déployer toute cette instrumentation. Et bien sûr, énormément de volontaires, énormément de gens qui ont pris de leur propre temps pour m'aider à ce projet. Donc c'est pas mal tout pour ma présentation. Je serais plus qu'heureux de répondre à des questions si vous en avez. Dans le chat aussi, après la présentation, si vous avez des questions que vous avez encore, vous pouvez me contacter par courriel, sur Twitter. Et puis j'ai un blog où je documente un peu la progression de ce projet-là. C'est pas vraiment scientifique, mais plus sur les hauts et les bas de la recherche, comment ça s'est passé, quelques résultats, et des vidéos et des sons. Donc voilà, c'est pour moi, j'ai hâte d'écouter vos questions. Bon, c'est de retour. Merci beaucoup, Xavier. Ouais. C'est vraiment intéressant. Surtout avec les animations, c'est très facile à suivre. Bon, on va passer aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas de rajouter vos questions. La première question, Aurore, merci. Est-ce que l'humain peut entendre tous les sons qu'émettent les poissons ou devez-vous utiliser des logiciels spécifiques pour relever les sons? Non, alors certains sons de poissons sont relativement forts et donc on peut les entendre sous l'eau. Ce qui se passe souvent, c'est que par exemple les plongeurs qui vont sous l'eau, l'équipement de respiration, etc., sont
assez bruyants, ce qui fait qu'on n'entend pas forcément les sons. Donc c'est ça. Principalement si vous plongez dans les récifs coralliens, plus dans les tropiques, là c'est là où on arrive, en général les plongeurs arrivent plus à entendre les sons de poissons. Dans les zones ici comme la Colombie-Britannique, les zones sont aussi assez bruyantes et donc c'est pas forcément facile d'écouter juste les humains, et ça prend effectivement des fois des hydrophones assez sensibles pour les détecter. Puis, juste pour suivre avec la même question, est-ce que c'est digitalement que vous enlevez les bruits de fond ou les bruits des séismes, comme ça? Ouais, alors dans la mesure de notre capacité, c'est-à-dire que si les sons sont dans des fréquences qui sont assez différentes, on arrive à assez bien les enlever. Des sons qui sont dans les mêmes fréquences que les sons de poissons, ça peut être plus difficile, c'est faisable, mais c'est plus difficile. Et ça apporte un point qui est intéressant, que j'ai pas du tout abordé pendant ma présentation, mais c'est l'impact du bruit sur les poissons. Tout le monde est assez conscient de l'impact du bruit sur les mammifères marins, les baleines, etc. Mais les poissons aussi utilisent les sons, par exemple, pour se reproduire. Et donc, s'il y a beaucoup de bruit, cette communication acoustique va être altérée et donc peut aussi impacter la reproduction des poissons. Donc, c'est quelque chose d'assez important que de plus en plus de monde auquel les gens s'intéressent de plus en plus. Merci. Les capteurs sont-ils aussi assez sensibles, excusez-moi, pour distinguer les différences au sein d'une même espèce? Donc, les poissons ont-ils une voix propre? Je pense aussi, il y a des études qui sont sorties sur les loups, par exemple, que les loups ont un accent, dépendant du continent. Est-ce que les poissons de la même espèce auraient des voix différentes? Alors, c'est un peu trop tôt pour le savoir. Les sons que font les poissons sont un peu plus primitifs que, par exemple, les sons de dauphins ou baleines ou les loups, par exemple. Et donc, pour l'instant, on n'en sait juste pas assez. Déjà, le premier défi, c'est de distinguer une espèce d'une autre, parce que on voit le système de production du son. Par exemple, quand ils utilisent la vessie natatoire, c'est relativement le même. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité comme nous, les cordes vocales, pour faire des sons très différents. Et donc, c'est vraiment le premier défi, c'est essayer de voir si on peut déjà distinguer une espèce d'une autre. Et après, l'espèce individuelle, chaque individu, là, on n'en est pas encore là. Merci Charles pour la question. J'imagine si tu veux rester en contact, tu peux suivre ou rédiger les courriels. On va en sauter quelques-unes. Est-ce que tu sais si les sons des sébastes correspondent à un comportement particulier? Et question plus large, est-ce qu'on peut imaginer, comme chez les oiseaux, faire le lien entre son et comportement précis? Oui, alors c'est le but. On en est encore loin. Par exemple, pour les sébastes, là, le son qu'on a enregistré, ça semble être plus des sons en cas de fuite, là, dans ce cas-là, où la morue lingue peut être un prédateur. Et donc, avec les vidéos, on espère pouvoir associer quelques comportements à des sons. On n'en est pas encore là. Pour certaines espèces, c'est fait. Par exemple, pour le pilotin tacheté dont j'ai parlé, donc on sait que c'est pour la reproduction, et on sait même précisément que certaines fréquences attirent plus les femelles que d'autres, etc. Donc c'est en cours. Il y a énormément de travail encore à faire là-dessus. Donc, pour continuer le travail aussi et dans l'optique de conservation dont tu parlais pour la suite, par exemple, pour suivre les populations de poissons, comment savoir si les sons proviennent de plusieurs individus ou d'un seul? Oui, alors c'est une question aussi de savoir, et c'est pas dit que ça marche. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier à l'heure actuelle. La localisation, comme j'ai montré, peut montrer déjà plusieurs groupes de poissons. Donc ça peut aider. Mais après, ça va prendre beaucoup de bases de données en combinant vidéo et audio pour savoir si effectivement le nombre de sons qu'on entend est proportionnel au nombre de poissons qui sont dans l'environnement. Alors, c'est encore une fois, on n'en est pas encore là, mais c'est vraiment le Saint Graal, en gros. C'est que si on arrive à mettre des hydrophones et qu'on arrive à savoir l'espèce, le nombre de poissons, là, c'est bonus. Dernière question là, de logistique. Comment fais-tu pour que la structure de l'arrêt lui-même soit silencieuse? Alors, ça prend. Il faut que ça soit flexible. Il faut que aussi pas mal
tout soit bien attaché, qu'il n'y ait absolument rien qui tape, par exemple. Et puis après, c'est de laisser erreur. On essaye de déployer, voir les parties qui grincent, les parties qui tapent, et puis voir ouais, plus de laisser erreur. Alors, Des par questions exemple, de science, comme toujours. Là. ouais, ça, entre la théorie et la pratique, l'un et les deux sont utiles, mais c'est de passer, déployer des instruments sur le terrain, c'est en général assez loin de quand on fait une étude sur papier. Il y a plein de choses compliquées auxquelles on n'avait pas pensé. J'ai une dernière question. As-tu, toi, un bruit chouchou, un bruit que t'aimes entre tous les bruits que t'as entendus des poissons? Et peux-tu limiter ou as-tu pas de bruit? Je sais que toi encore au but. J'ai pas encore ouvert ma bière, mais c'est le son du poisson-chat est assez rigolo. Là, ça fait c'est assez rigolo. Super, merci beaucoup. Bah, de rien, Je vais prendre une bière après. un plaisir. Je vois, il y a une couple d'autres questions. Alors, si vous pouvez les poser dans le chat, ça serait bien. On a une question. Durant combien de temps est-ce que vous aurez accès aux enregistrements? Je vérifie avec l'organisation. Je suis pas certaine. Fait que j'espère avoir une réponse pour vous avant la fin.